Bienvenue sur Cold Blood File, la chaîne où nous explorons des affaires criminelles réelles, des histoires glaçantes et les mystères tapis derrière le rideau de la justice. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines affaires choc. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une affaire que beaucoup ont oubliée mais qui reste un rappel douloureux de l'impuissance du système judiciaire face à un prédateur malade. Un homme sans rien d'extraordinaire, loin des tueurs en série de cinéma. Mais il était un démon rôdant dans les dortoirs d'enfants, dans plusieurs pays, pendant des années sans que personne ne s'en rende compte. L'été 1996, une sortie scolaire censée être insouciante pour un groupe d'élèves britanniques s'est transformée en cauchemar. Ce matin-là, une élève de 13 ans, Caroline Dickinson, est retrouvée morte dans son lit. Pas un cri. Aucun signe de lutte. Pas de caméra. Aucun témoin. La seule chose laissée derrière? Un corps glacé et une sensation d'horreur tenace. Quelqu'un est entré en silence au cœur de la nuit, a commis son crime puis est reparti comme s'il n'avait jamais existé. Et il faudra 5 ans, des milliers d'échantillons ADN, et un événement inattendu dans un aéroport américain pour que le mystère soit enfin levé. Le meurtrier Francisco Arsmont n'était pas un inconnu qui aurait tué une seule fois. Il était un fantôme, errant dans les internats pour jeunes à travers l'Europe pendant près de 20 ans. Un pédophile détraqué, une bête rusée sous apparence humaine. Mais comment a-t-il pu échapper à la justice aussi longtemps? Pourquoi personne ne l'a arrêté avant la mort de Caroline? Et quel est le vrai prix du silence? Découvrons ensemble toute l'affaire du passé errant de Francisco Arsmont, à cette nuit fatale en France, jusqu'à la traque qui a failli échouer. Quand on parle de criminels sexuels, surtout de pédophiles, on a tendance à croire qu'ils sont faciles à repérer, marginaux, étranges, mis à l'écart par la société. Mais le véritable danger réside ailleurs, tous ne sont pas ainsi. Certains, comme Francisco Arsmont, vivent parmi nous, paraissent inoffensifs mais sont en réalité des chasseurs en attente d'une opportunité. Pendant plus de 20 ans avant son arrestation, Montt n'était pas qu'un simple pédophile. Il était l'exemple parfait d'un nouveau type de criminel dangereux, nomade anonyme et capable de profiter du manque de coordination entre les systèmes judiciaires nationaux pour se cacher. Il ne cherchait pas à tuer au départ. Mais l'incapacité du système à stopper ses premières agressions a conduit à la mort tragique d'une fillette de 13 ans. Les années 1990 ont marqué une période de profond bouleversement en Europe, chute du mur de Berlin, élargissement de l'Union européenne, accords comme Schengen permettant la libre circulation sans visa ni contrôle strict aux frontières. Pour les citoyens, c'était une avancée vers la liberté. Pour des individus comme Montt, c'était un passeport idéal pour disparaître dans la foule. Montt a été enquêté ou arrêté pour comportement sexuel suspect en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et même aux États-Unis. Mais pendant près de 20 ans, aucun pays n'a conservé de dossier assez longtemps. Aucun n'a prévenu les autres lorsqu'ils franchissaient les frontières. L'absence d'un système international efficace de partage d'informations criminelles lui a offert un passeport pour commettre des crimes en toute liberté. Cela soulève une question glaçante, jusqu'à quel point une société peut-elle se dire moderne, si elle laisse encore de telles failles mortelles dans sa sécurité? Francisco Arsmont n'était pas un criminel agissant sous le coup de la colère ou d'une perte de contrôle passagère. Il avait une méthode, choisissait ses victimes avec soin et surtout, il apprenait à chaque passage à l'acte. Il ciblait les lieux où se trouvaient des mineurs, surtout des filles, dans des environnements vulnérables, colonies de vacances, dortoirs, auberges de jeunesse, hébergements collectifs. Il s'infiltrait, se fondait dans le décor, se liait au personnel, observait les allées et venues puis passait à l'action. Plusieurs documents montrent que Montt ne planifiait pas de tuer. Son objectif principal était toujours la satisfaction sexuelle déviante avec des enfants. Mais si la victime résistait, ou si le risque d'être découvert devenait trop grand, il était prêt à tout pour s'enfuir.
C'est ainsi que Caroline Dickinson, la malheureuse cible lors d'un voyage scolaire, n'a jamais pu se réveiller. Ce qui fait vraiment peur chez Monte, ce n'est pas seulement ses actes, c'est sa froideur calculée. Il pouvait attendre des heures, en silence, observer les élèves, apprendre leurs horaires de sommeil, s'introduire la nuit sans faire le moindre bruit. Ce n'était plus de l'instinct, c'était un plan. L'une des raisons pour lesquelles des criminels comme Francisco Arsmonte peuvent agir si longtemps, c'est le refus de la société d'affronter la réalité. Dans les années 1980 et 1990, les comportements sexuels suspects étaient souvent minimisés, voire classés comme délits mineurs. Beaucoup de victimes mineures n'osaient pas parler ou étaient priées par leurs parents de garder le silence pour éviter le scandale. Cette culture du silence combinée à des systèmes juridiques fragmentés a créé une zone d'ombre que Monte a exploité pleinement. Il y a même eu un cas aux Pays-Bas où il a été pris sur le fait en train de se masturber dans un dortoir d'enfants. Mais comme il n'avait agressé personne physiquement, il n'a reçu qu'une amende administrative, puis a été expulsé. Quelques semaines plus tard, il apparaissait en France, puis en Allemagne. Chaque pays traitait l'affaire comme un cas isolé, personne ne réalisait qu'ils avaient affaire au même individu. Imaginez une enfant de 13 ans, partant pour sa première excursion scolaire, curieuse de découvrir le monde, croyant être en sécurité dans un groupe, entourée d'enseignants et d'amis. Et en une seule nuit, toutes les mesures de protection deviennent inutiles car l'agresseur n'est pas sorti du placard ou des buissons, il est entré par la porte, en silence, et est reparti avec une vie. Francisco Arsmonte est la preuve que même un seul individu peut franchir toutes les barrières d'une société moderne si cette société refuse de regarder le mal en face. Francisco Arsmonte n'avait ni domicile fixe, ni adresse connue, ni emploi stable. Il vivait comme un vagabond, se déplaçant sans cesse, d'Espagne vers la France, puis aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, et même jusqu'aux États-Unis. Sa manière de vivre ressemblait à celle d'un loup solitaire, sans attache, sans laisser trop de traces. Quand l'argent venait à manquer, il faisait des petits boulots, dormait dans des auberges bon marché, des centres d'hébergement public, voire des églises. Lorsqu'on le repérait à cause de comportements suspects, il disparaissait en silence, pour réapparaître dans une autre vie, un autre pays comme si de rien n'était. Entre la fin des années 1970 et le début des années 2000, Monte a été arrêté, enquêté ou accusé au moins 6 fois dans différents pays pour des actes à caractère sexuel envers des mineurs. Ce qui frappe, c'est que jamais il n'a été condamné à une peine de prison longue. Peut-être à cause d'un manque de preuves, ou parce que les faits étaient jugés mineurs, mais, quoi qu'il en soit, ce sont les systèmes judiciaires eux-mêmes qui ont permis à Monte de poursuivre jusqu'à la prochaine victime. En Espagne, son pays natal, il aurait été arrêté pour viol. Pourtant, aucune condamnation claire ni peine de prison significative ne semble avoir été prononcée. Certains rapports évoquent un internement temporaire en hôpital psychiatrique, mais là encore, rien de durable. Aux Pays-Bas,
il a été surpris en flagrant délit de masturbation dans un dortoir pour enfants, mais il a seulement été condamné à une amende et expulsé. La question est simple, pourquoi aucune alerte n'a-t-elle été envoyée aux autorités françaises ou allemandes? En France, où aura lieu plus tard le meurtre de Caroline Dickinson, Montt avait déjà séjourné brièvement en Bretagne, précisément dans la région où le drame s'est produit. À l'époque, personne ne faisait attention à lui. Pas de dossier de résidence, pas de déclaration d'emploi, juste un touriste anonyme parmi tant d'autres. Aux États-Unis, il est entré légalement avec un passeport valide et a vécu un temps en Floride. Quand il est arrêté en 2001 pour une agression sexuelle dans un hôtel, la police américaine ignore totalement qu'il s'agit d'un meurtrier recherché depuis 5 ans en Europe. Cela montre une réalité glaçante, avec un peu de patience, un comportement discret et un bon timing, un homme comme Montt pouvait échapper toute sa vie à la justice. Contrairement à certains criminels sexuels impulsifs ou atteints de troubles psychiatriques, Montt était calculateur. Pendant ses années d'errance, il ciblait toujours des lieux fréquentés par des mineurs, colonies, auberges de jeunesse, internats. Il se faisait passer pour un voyageur, demandait l'hospitalité ou louait des chambres à court terme. Partout où il allait, il observait discrètement qui dort avec qui, quelles chambres sont verrouillées, qui est seul, qui semble vulnérable. Tel un prédateur, il attendait le bon moment pour agir, souvent la nuit, quand personne ne se méfiait, et qu'il n'y avait pas d'adultes pour surveiller. Ce mode opératoire, prémédité, rend Montt encore plus dangereux que ceux qui agissent par pulsion, car lui ne tuait pas pour libérer une rage, mais pour éliminer les preuves. Les victimes mouraient simplement parce qu'elles avaient vu son visage. À cette époque, dans de nombreux pays européens, les agressions sexuelles étaient souvent classées comme délit si elles ne comprenaient pas de viol avéré. Un individu comme Montt, surpris en train d'observer des enfants, de se masturber en public ou d'approcher des mineurs, était rarement emprisonné. Il était simplement averti, condamné à une amende ou expulsé. Pas de fichage, pas d'interdiction d'approcher les écoles, aucune trace partagée entre les pays. Pire encore, la plupart des pays n'avaient pas encore de système ADN interconnecté. Si Montt agressait en France et s'enfuyait aux Pays-Bas, les deux polices ne pouvaient pas partager les données ADN. Ce n'est qu'après l'an 2000, quand l'Union européenne a commencé à mettre en place une base de données commune pour les délinquants sexuels, qu'un semblant de coordination est apparu. Mais Caroline Dickinson était déjà morte. Fait étrange, Montt n'était pas particulièrement intelligent. Pas de diplôme, pas d'argent, pas de pouvoir. Mais il possédait 3 armes redoutables, la patience, l'invisibilité et la solitude. 3 ingrédients qui font de lui un fantôme judiciaire. Il ne se faisait pas remarquer, ne provoquait pas de troubles, n'utilisait ni carte bancaire ni documents officiels. Il vivait simplement avec un sac à dos, une gare et une carte de touriste. Son seul bagage constant, son intention de se rapprocher des enfants. On imagine souvent le mal comme dans les films. Mais dans la vraie vie, le mal ressemble à Francisco discret, intégré, oublié de tous et craint de personne. L'été 1996, un groupe d'élèves du secondaire originaire de Cornwall, en Angleterre, arrive dans l'ouest de la France pour participer à un programme d'échange linguistique et culturel. Ce voyage, organisé chaque année, devait permettre aux élèves de pratiquer le français, de découvrir la campagne bretonne et de s'ouvrir à un nouveau mode de vie. Caroline Dickinson, 13 ans, en faisait partie. Une jeune fille joyeuse, serviable, sans histoire. Elle ne savait pas encore que ce voyage serait le dernier de sa vie. Le 18 juillet 1996, alors que le groupe séjournait dans un centre d'hébergement collectif à Pleine Fougère, les élèves se réveillent pour commencer leur journée. Mais rapidement, l'ambiance vire à la panique, une camarade découvre Caroline inerte sur son lit, sans signe de vie. Les enseignants appellent les secours immédiatement. Mais il est déjà trop tard.
Quand la police et les ambulanciers arrivent, ils qualifient rapidement le décès de « suspect ». Ce qui trouble les enquêteurs, c'est l'absence de signes évidents, pas de lutte, aucun cri entendu, porte intacte. Tout semble s'être déroulé dans un silence absolu au point que les autres filles du dortoir n'ont rien remarqué. Un crime grave venait d'être commis au cœur d'un lieu censé être sécurisé, entouré d'élèves et de professeurs. La police française ouvre une enquête mais se retrouve face à un casse-tête. Aucune preuve visuelle, pas de témoins, aucun suspect identifiable. Le seul indice tangible, ce sont des traces biologiques retrouvées sur les lieux, ne correspondant à aucun des élèves ni enseignants. Un ADN inconnu. C'est un tournant. Pour la première fois, les enquêteurs tiennent une signature génétique à comparer. Une immense campagne de prélèvement ADN est alors lancée dans la région. Plus de 4000 personnes acceptent, volontairement ou non, de donner un échantillon. Mais aucun ne correspond à celui retrouvé sur Caroline. L'enquête s'enlise. La famille de Caroline rentre en Angleterre, sans réponse, brisée par la douleur. L'opinion britannique est scandalisée, non seulement par la mort d'une jeune fille, mais aussi par l'impuissance des enquêteurs. Puis, un détail oublié refait surface. Une élève raconte qu'un homme inconnu s'était approché de son lit, quelques jours plus tôt, alors que le groupe était encore à Saint-Lunaire. Elle s'était réveillée, y était repartie aussitôt. Au début, ce témoignage a été pris à la légère. Mais avec la mort de Caroline, il prend une toute autre dimension. Et s'il s'agissait d'un repérage préalable? Un prédateur aurait-il suivi le groupe avant de frapper à pleine fougère? Si c'est le cas, alors ce n'est pas un acte impulsif, mais bien un plan préparé, avec une cible définie. La manière dont le crime a été commis en silence, sans trace visible montre que le coupable savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas sa première fois. C'était un individu expérimenté, méthodique, capable d'anticiper, de se fondre dans le décor, de disparaître. Peu à peu, les enquêteurs en viennent à une hypothèse glaçante: le coupable n'est pas un local, mais un nomade, un homme vivant en marge de la société, sans papier, sans attache. La vérité, révélée plus tard, était encore plus terrifiante. La mort de Caroline choque l'Angleterre et la France. Les médias britanniques accusent l'école, les hébergements bon marché et le manque de sécurité. Les autorités françaises subissent une pression médiatique internationale intense. L'affaire devient le symbole des failles dans la protection des élèves, notamment à l'étranger. Malgré leur douleur, les parents de Caroline ne lâchent rien. Ils suivent chaque étape de l'enquête. Ils refusent de laisser leur fille devenir un simple nom dans un dossier fermé. Pendant des années après la mort de Caroline Dickinson, le dossier de l'affaire s'épaissit, mais les pistes restent désespérément vides. Plus de 4000 échantillons ADN ont été comparés. Des centaines de témoins interrogés. Des dizaines d'hypothèses émises, puis écartées. La population commence à douter des capacités de la police. En France, les parents s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. En Grande-Bretagne, la presse fustige l'absence de protection pour les élèves à l'étranger. Mais le pire, c'est que la famille de Caroline n'a toujours aucune réponse. L'enquête semblait vouée à l'oubli jusqu'à ce qu'un rebondissement inattendu se produise de l'autre côté de l'Atlantique. En 2001, soit 5 ans après la mort de Caroline, un homme au comportement suspect est arrêté par les autorités à l'aéroport international de Miami, États-Unis. Au départ, ce n'est qu'un simple contrôle. L'homme semble nerveux, ses papiers sont flous, son attitude troublante.
Mais quand la police américaine prélève ses empreintes digitales et un échantillon d'ADN pour vérification, une alerte rouge s'affiche dans la base de données internationale. L'ADN correspond à 100% à celui retrouvé sur les lieux du crime de Caroline Dickinson en 1996. Personne ne s'attendait à ce qu'après 5 ans de recherches infructueuses en Europe, le tueur soit retrouvé, par hasard, dans un aéroport américain. L'homme s'appelle Francisco Arsmonte, citoyen espagnol. Il n'a ni adresse fixe, ni emploi stable, et possède un long historique de voyage à travers plusieurs pays durant plus d'une décennie. Dès que son identité est confirmée et liée à l'affaire française, les autorités françaises demandent immédiatement son extradition. Mais les États-Unis ne peuvent pas le livrer sur le champ. Monte est également poursuivi pour agression sexuelle sur le sol américain. Très vite, les deux pays comprennent qu'ils ont affaire à un prédateur international, ayant agi pendant des années, dans plusieurs pays, avec un mode opératoire clair et répétitif. Le profil de Monte montre un homme constamment en déplacement, vivant de peu, dormant dans des auberges bon marché, bars, foyers temporaires, et apparaissant régulièrement à proximité d'écoles ou de lieux fréquentés par des mineurs. Contrairement aux criminels violents habituels, Monte agit dans l'ombre, avec patience et discrétion. Il ne vole pas. Il ne casse rien. Il ne laisse pas de scènes sanglantes, et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Il sait choisir des cibles vulnérables, éviter le bruit, s'éclipser rapidement. Voilà pourquoi, pendant tant d'années, Monte est resté invisible pour les enquêteurs jusqu'à ce que son ADN parle. Malgré les charges aux États-Unis, un accord judiciaire permet son extradition vers la France fin 2001. Ce qui choque ensuite le public, c'est sa réaction face aux interrogatoires. Monte reconnaît avoir été présent sur les lieux du crime la nuit des faits. Mais il n'y avoir tué Caroline. Il affirme s'être trompé de chambre, qu'il n'avait aucune intention de faire du mal, et que tout cela n'est qu'un malentendu. Bien sûr, personne ne croit à ses explications et les preuves ADN l'accablent sans appel. Mais le fait qu'il ose mentir aussi froidement face à un crime aussi atroce montre bien que ce n'était pas sa première fois, seulement sa première arrestation. Finalement, en juin 2004, Francisco Arsmonte est condamné à 30 ans de réclusion criminelle en France, la peine maximale applicable à l'époque pour les faits qui lui sont reprochés. Devant le tribunal, il ne montre aucun remords. Son visage impassible et son attitude détachée choquent toute la salle, renforçant l'image d'un prédateur glacial sous apparence humaine. La famille de Caroline, en larmes, déclare simplement « Ce n'est pas une justice parfaite, mais au moins, nous savons enfin qui a pris notre fille. » Après la condamnation de Francisco Arsmonte, une question majeure se pose, aussi bien dans les médias qu'au sein de la société. Pourquoi a-t-il fallu 5 ans et un hasard total aux États-Unis pour l'identifier et l'arrêter? Comment un homme avec un passé de vagabondage, plusieurs accusations et des comportements suspects répétés a-t-il pu traverser autant de frontières, autant de pays, sans jamais être inquiété? La réponse est complexe, mais elle met en lumière les failles mortelles dans la gestion des criminels sexuels à l'échelle internationale. Pendant plus d'une décennie, Monte ne vivait pas caché dans la forêt, ni en marge totale de la société. Il voyageait à découvert, dans des gares, des hôtels bon marché, des auberges de jeunesse, de Madrid à Berlin, de Paris à Amsterdam. Il a même été détenu temporairement en Allemagne pour des faits douteux avec des mineurs, puis relâché, faute de preuves. Le problème, c'est que chaque pays ne connaissait que ses propres dossiers. Il n'existait pas de système rapide, intégré et international pour partager les données sur les individus suspects ou dangereux. Quand il est arrêté en Allemagne, la police allemande ne sait pas qu'il a déjà été signalé en Espagne. Quand l'Espagne l'identifie comme dangereux, rien n'est transmis à Interpol ou aux pays voisins. Et quand le meurtre de Caroline a lieu en France, les enquêteurs français ne savent pas qu'il a été interpellé en Allemagne 1 an plus tôt. En 1996, la technologie ADN est encore lente et peu développée.
Il n'existe aucune base de données internationale interconnectée. Chaque pays stocke ses informations de façon isolée, et aucun mécanisme n'oblige à la centralisation. Même si la police française possède l'ADN du suspect, elle ne peut pas le comparer à celui d'autres pays, sauf si un individu est arrêté et testé manuellement. Montt avait compris cela. En changeant constamment de pays, en évitant de créer des antécédents judiciaires durables, et en vivant comme un fantôme légal, il devient le criminel parfait pour échapper à tous les radars. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que Montt ne figurait sur aucune liste noire, ni base de données de délinquants sexuels, pendant des années. Il avait été accusé, interrogé, détenu, mais jamais condamné. Ainsi, à chaque nouveau pays, il était une page blanche, pas d'antécédents, pas d'alerte, aucun signalement. À l'époque, les systèmes juridiques étaient basés sur une logique simpliste, crime, condamnation, enregistrement. On ne prévoyait pas de système d'alerte préventive pour les profils à risque. Ce modèle a permis à Montt de passer entre les mailles du filet pendant des années. Les autorités ont fini par admettre. Nous avons agi trop lentement. Après la résolution de l'affaire, les gouvernements français, espagnols et américains organisent plusieurs conférences de presse et reconnaissent leurs manquements. Plusieurs réformes sont proposées. Création d'un réseau ADN partagé à l'échelle européenne. Mise en place d'un fichier commun des comportements sexuels déviants, même sans condamnation. Surveillance renforcée des personnes accusées à plusieurs reprises dans plusieurs pays. Mais de nombreux experts soulignent, ces réformes arrivent trop tard. Si de tels systèmes avaient existé dès les années 90, Montt n'aurait jamais pu agir si longtemps. Et Caroline Dickinson serait peut-être encore en vie. Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas Montt. C'est le modèle criminel qu'il incarne. Dans un monde moderne où les déplacements sont faciles, les visas peu contraignants et les technologies inégalement réparties, un criminel peut renaître dans un nouveau pays en quelques jours à peine. Francisco Ars Montt n'est qu'un exemple parmi d'autres, un homme qui a su exploiter la fragmentation du monde pour commettre des actes odieux et rester impuni pendant des années. Ce qui le rendait dangereux, ce n'était pas sa violence brute, mais sa patience, son sang-froid et son invisibilité. Près de 6 ans après la mort de Caroline Dickinson, la justice s'apprête enfin à rendre son verdict. Francisco Ars Montt est extradé vers la France, où il doit répondre de l'horrible assassinat de la jeune fille de 13 ans. Mais ce qui bouleverse l'opinion publique, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est aussi la manière dont il tente de justifier l'injustifiable. Le procès de Rennes, une affaire suivie de près par toute la France. En 2004, Francisco Ars Montt comparaît devant la cour d'assises de Rennes, en Bretagne. Ce n'est pas un procès pénal comme les autres, c'est un symbole de douleur, de colère et de frustration pour toute une génération de parents. La salle est comble. Les médias internationaux sont présents. La famille de Caroline est là, silencieuse, entourée d'avocats et de représentants officiels. En face, l'accusé, mince, impassible, sans aucune trace de remords. Lorsque le procureur présente les preuves, l'ADN à 100% concordant, les témoignages recueillis à l'auberge et les aveux partiels de Montt aux États-Unis, l'atmosphère devient glaçante. Des propos qui choquent, je n'ai pas voulu faire de mal.
Ce qui provoque l'indignation générale, c'est la ligne de défense adoptée par Monte. Par l'intermédiaire de son avocat, il déclare ne jamais avoir eu l'intention de tuer Caroline. Il affirme avoir simplement voulu l'observer, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, et que sa mort était un accident. Pire encore, il ose dire « Je suis blessé que les gens me considèrent comme un monstre ». Une phrase immédiatement dénoncée par la presse comme une insulte à l'intelligence de la victime et à la douleur du public. Certains journalistes décrivent « Il n'a pas pleuré. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas demandé pardon. » Tout le procès ressemblait à une mise en scène froide, méprisante envers la justice et la souffrance des proches. Dès le premier jour, des centaines de personnes se rassemblent devant le tribunal, pancarte à la main. Justice pour Caroline. Zéro pitié pour les prédateurs. Les chaînes de télévision analysent chaque minute du procès. Sur TF1, une psychologue déclare « Personne n'est monstre. Mais quand un homme agit comme tel, la société a le droit de le traiter comme tel. » Après plusieurs jours de tension et d'émotion, Francisco Arsmonte est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de remise de peine, la sanction la plus lourde prévue par la loi française pour son crime. La salle applaudit, en larmes. Certains pleurent. D'autres soufflent, soulagés. Le père de Caroline, John Dickinson, dit simplement « Aujourd'hui, nous ne réclamons pas la vengeance. Nous voulons seulement que notre fille puisse enfin reposer en paix. » Depuis, l'affaire Caroline Dickinson et le nom de Francisco Arsmonte sont devenus des références dans les facultés de droit, les conférences sur la protection de l'enfance, et de nombreux documentaires. Ce procès n'est pas qu'une condamnation. C'est un électrochoc collectif. Les pays européens commencent à mieux coordonner leurs bases de données sur les délinquants sexuels. Plusieurs législations nationales sont réformées pour protéger les enfants. Les écoles introduisent des cours d'éducation au consentement, à la parole et à l'identification du danger. L'affaire Francisco Arsmonte n'est pas seulement l'histoire d'un criminel dangereux. C'est un avertissement tragique sur les failles mortelles de nos systèmes judiciaires et sociaux. Caroline Dickinson, 13 ans, une jeune fille innocente, n'a pas seulement été victime d'un pédophile errant, elle a été victime du silence des institutions, du manque de coordination hors pays et de l'indifférence collective. En relisant l'affaire, on frissonne. Monte a déjà été arrêté. Il a déjà été signalé. Il a déjà croisé la route des forces de l'ordre. Et pourtant, il a échappé à chaque fois, non pas par ruse, mais parce que les systèmes autour de lui ont failli. L'affaire soulève des questions essentielles. Pourquoi un homme avec des antécédents d'agression sur mineurs n'était-il pas suivi? Pourquoi les pays européens ne partageaient-ils pas leurs bases de données? Et pourquoi, malgré d'autres victimes potentielles, personne n'a-t-il parlé à temps? On ne pourra jamais rendre Caroline à sa famille. Mais son histoire a forcé le monde à changer. Des bases de données internationales ont été créées. Interpol a renforcé sa coopération ADN. Des centaines de campagnes de prévention ont été lancées à travers l'Europe. C'est une lumière timide, mais précieuse, au cœur de cette tragédie. Et s'il y a une seule leçon à retenir de cette affaire, c'est celle-ci. Le silence n'est pas neutre. Dans un monde où le mal peut se glisser dans un dortoir, une salle de classe ou une cour d'école, l'indifférence peut tuer. Enseignez aux enfants à parler. Soyez attentifs aux signes. Posez des questions. Car la justice ne vient pas par miracle, elle vient des actes de chacun d'entre nous. Merci d'avoir regardé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage permet à ces histoires d'être entendues, mémorisées, et surtout, de ne jamais se reproduire. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à liker, vous abonner,
et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines affaires criminelles réelles. Ici Cold Blood Phil, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.